Bonjour à vous et bienvenue dans le 204e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de l'album Trou de mémoire, titre qui interroge sur la mémoire d'un événement, la guerre d'Algérie, album signé Nicolas Juncker et sorti en mars chez Le Lombard. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, la sortie de l'album de Cuir et d'Acier entre football et mémoire des ouvriers. Ce titre est signé Jeff Legrand pour le scénario, Geoffrey Champin pour le dessin et c'est publié chez la jeune maison d'édition Familiar Édition. Je parlerai ensuite de Bon Vent, album où l'on retrouve les délicates illustrations de François Ravard sur le thème de la Bretagne, un titre préfacé par Zep et publié aux éditions Glénat. Avec Pillards de guerre, il sera temps de découvrir la 3e aventure de Ferdinand Tirancourt, un titre qui nous entraîne au Mexique, que signe Philippe Peláez au scénario, Francis Porcel au dessin et qui est publié chez Grand Angle. Il sera temps ensuite d'aborder une histoire de sorcière moderne et déjantée avec Ancoly, titre signé Salomé Lahoche, que publient les éditions Glénat. Je vous présenterai aussi Tu ne marcheras jamais seul, le nouvel album de l'auteur de bande dessinée et infirmier L'Homme étoilé, un titre délicat publié aux éditions Le Lombard. Enfin, je terminerai par la réédition Dame Rouge, 3e volet des aventures de Black Sad, qui bénéficie ici d'un grand format spécial anniversaire, un titre signé Juan Diaz Canales au scénario, Juanjo Guarnido au dessin, et c'est publié chez Dargaud, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore dans les albums bonus. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Il sera question de mémoire dans mon coup de cœur principal, de cette mémoire que l'on essaye de garder vivace, parfois pour ne pas oublier, parfois pour servir des intérêts, dans un album qui ne manque pas d'humour et de justesse, baptisé justement Trou de mémoire. En découvrant l'album, on est d'ailleurs très intrigué par la couverture, ce n'est pas tant la couleur jaune qui attire l'œil du potentiel lecteur, mais les multiples trous qui viennent se découper au sein de celle-ci. Laissant paraître ici un visage, ici un paysage, ou plus bas encore, le détail d'une photo d'identité sur un permis de conduire, on comprend à la lecture ce qui a poussé l'éditeur Le Lombard à accepter que sa couverture soit à l'image d'un véritable gruyère. Une fois passée cette première surprise, on entre de plein pied dans l'histoire, un récit multiple qui va nous entraîner dans un épisode encore très sensible des 2 côtés de la mer Méditerranée, la guerre d'Algérie. Dans une postface, signée Tramor Kemner, en fin d'ouvrage, l'historien rappelle que ce récit n'est pas une fiction complète, puisque le musée dont il est souvent fait référence au sein de l'histoire devait se trouver à Montpellier à l'origine, a été un vrai projet. Dans la bande dessinée qui nous intéresse, le récit se déroule dans un petit village de Provence baptisé Macrolles, un village dans lequel l'enfant du pays, le photographe Gérard Poaya, vient tout juste de décéder et d'être enterré. C'est le moment que va choisir le maire pour annoncer la création prochaine d'un grand musée dans l'ancienne villa du photographe, le musée Poaya, qui permettra de remettre à l'honneur le travail photographique de l'artiste qui a longtemps mis en avant l'Algérie du XXe siècle. C'est ainsi que le maire, soutenu par le ministère de la Culture et de la région, a la lumineuse idée de créer un musée qui fait revivre la mémoire de la guerre d'Algérie en associant au musée les souvenirs de ses concitoyens. Pour couronner le tout, une historienne, Stéphanie Delbey-Violette, et un architecte de renom, Jean-Claude Vollert, doivent encadrer cette création, l'une comme caution scientifique et l'autre
pour donner du caractère à ce musée. On s'amuse beaucoup à suivre la galerie de personnages que déploie ici le talentueux Nicolas Juncker, chacun étant dans son rôle, l'auteur poussant les curseurs au maximum afin de les rendre grotesques et attachants à la fois, des personnages qui ont chacun leurs intérêts. L'historienne veut absolument être certaine que ce musée sera scientifiquement exact, alors que Vollard veut marquer de son empreinte ce lieu avec un aménagement qui n'est pas sans lien avec la couverture dont je parlais plus avant. Mais attention, derrière l'humour de Nicolas Juncker se cachent de véritables réflexions très fines, comme l'importance que l'on peut donner aux souvenirs et aux récits que l'on peut en faire, chose qui prête souvent à caution. Les politiciens ne sont pas mieux lotis, on voit apparaître les volontés électoralistes des uns et l'opportunisme chez les autres, une façon de mener des projets que l'on retrouve aussi dans la vraie vie. Autour de la question de la mémoire de la guerre d'Algérie et la façon dont on peut raconter cet événement au grand public, Trou de mémoire aborde donc différents aspects qui ne se perdent pas en route, tant le scénario de ce titre est plutôt bien construit. L'édification d'un musée sur la mémoire de la guerre d'Algérie est d'ailleurs un vieux serpent de mer sur lequel l'ancien maire de Montpellier, Georges Frêche, s'est cassé les dents à son époque, preuve de la difficulté de raconter un récit impartial et neutre de cet événement. Côté dessin, Nicolas Juncker nous propose un graphisme fluide, expressif pour ce qui concerne les personnages, technique qui permet de créer décalage et humour et qui rend au final cette lecture très agréable tant sur le fond que sur la forme. Signé Juliette Lode, les couleurs sont plutôt lumineuses, nous entraînant sous le soleil de Provence, des couleurs qui prennent une autre teinte gris-bleu quand il s'agit de faire parler les différents témoins. En effet, au sein de cette histoire est aussi proposée une galerie de témoignages de locaux qui montrent combien la réconciliation entre les différentes mémoires est compliquée et combien la volonté de créer un musée sur la guerre d'Algérie est une volonté qui sera difficile à concrétiser. Sorti le 14 mars dernier aux éditions du Lombard, je profite de cet été et de l'accalmie sur le front des sorties pour mettre en avant ce titre à côté duquel je suis passé en mars, un album passionnant et amusant qui m'aura fait passer un très bon moment de lecture. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est la création du football professionnel en France qui se raconte dans mon premier coup de cœur, un album baptisé De cuir et d'acier qui nous vient d'une toute nouvelle maison d'édition, Familiar Édition, dont je voulais saluer la création. C'est donc dans l'univers du football, mais aussi celui des usines et du monde du travail, que nous entraîne cette première sortie, un album qui nous ramène à la fin des années 20 dans la région de Sochaux. À cette époque, l'usine Peugeot a enclenché un grand virage qui fera sa réputation, celui de l'automobile. C'est le début d'une concurrence française qui sera livrée contre les deux autres fleurons hexagonaux que sont Renault et Citroën. Mais les usines Peugeot de Sochaux ont une particularité, celle de promouvoir la pratique du sport, à commencer par celle du football, loisir qui évite aussi aux hommes de fréquenter les bistrots après le travail. Et justement, notre héros, un certain Philippe, qui âgé à peine de 20 ans porte déjà une belle moustache en hommage à son père, voue une passion pour le ballon rond et va faire partie de cette équipe composée à l'origine d'ouvriers de l'usine. Mais à cette époque se généralise aussi ce que l'on appelle l'amateurisme marron, à savoir des joueurs de foot que l'usine recrute et paye pour intégrer l'équipe première sans réellement travailler en contrepartie. C'est parce que cette absurdité persiste face à un football qui se dirige vers la professionnalisation en Angleterre que Monsieur Peugeot en personne va pousser pour que la même chose arrive en France, avec un certain succès il faut dire. C'est ainsi qu'en fusionnant avec la ville de Montbéliard, où le stade se trouvait à l'origine, le FC Sochaux-Montbéliard va devenir le premier club professionnel de France, ouvrant la voie à bien d'autres ensuite. De son côté, Philippe et son épouse Monique, avec qui il vient d'avoir un enfant, seront aux premières loges, tout comme le lecteur, pour assister à ce qui sera une véritable révolution. Jeff Legrand, passionné de sport et supporter du FC Sochaux-Montbéliard comme l'était son père avant lui, nous signe un scénario aux petits oignons qui mélange à la fois un regard porté sur la condition des ouvriers de l'époque et l'évolution d'un sport majeur dans le monde. Il livre cette histoire au crayon de Geoffrey Champin, un trait efficace
efficace et dynamique qui va à l'essentiel, que j'aurais aimé plus fouiller pour ma part, mais qui colle plutôt bien au projet et dans lequel on finit par se laisser glisser avec plaisir. C'est donc chez une maison d'édition qui se propose de raconter des histoires humaines qui est publié cet album sorti le 27 juin dernier, un titre ponctué par un dossier historique et les recherches graphiques qui au final fait passer un très bon moment de lecture. François Ravard est certainement l'un de mes dessinateurs préférés tant il est capable, en un dessin, d'amener de la poésie dans le quotidien le plus ordinaire, tant chacune de ses illustrations est capable à elle seule de raconter toute une histoire. Dessinateur de BD en parallèle de ses illustrations, c'est donc un album qui s'écarte un peu de la bande dessinée à proprement parler que je voulais vous présenter maintenant. Dans un autre épisode du podcast, j'avais d'ailleurs déjà évoqué la sortie de Vagues d'amour, album précédent sous ce format qui était sorti chez Glénat après le non moins bon Pas un jour sans soleil. Ici, il compile des illustrations en lien avec la Bretagne, sa terre d'adoption, pour ce Normand qui s'est installé à Dinard il y a quelques années et dont les jolis dessins originaux sont à retrouver à la galerie Alfred de la même ville. Dès la couverture de cet ouvrage au format souple, que l'on prendra plaisir à parcourir encore et encore, on voit ce petit garçon accroupi sur la berge d'un lac qui met à l'eau un bateau en papier. C'est Zep qui signe ici la préface de l'ouvrage, qui résume le mieux ce que l'on peut ressentir profondément en parcourant ce livre et en découvrant le travail de l'auteur, je cite « Les dessins de François Ravard me rappellent mon enfance, celle qui se faisait une aventure d'un petit rien. » Si l'univers de l'enfance est forcément très présent, comme avec ce petit garçon et cette petite fille qui font à leur père, recouvert de sable, un corps musculeux, ce sont aussi les adultes qui sont largement croqués. Avec délicatesse, à l'image de son trait, poésie et tendresse, François Ravard s'amuse à remettre en perspective des situations du quotidien, cet homme d'affaires sur sa bouée en vacances, qui ne peut pas lâcher son ordinateur, ce blondinet bodybuildé qui saute de la falaise, perche à selfie à la main, ou encore ce peintre cubiste en train de croquer les falaises de la côte bretonne. Allant du matin jusqu'au soir, ces moments instantanés que croque l'auteur sont autant de petits rayons de soleil dont les couleurs lumineuses finissent de donner du caractère à ses dessins. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez d'ailleurs combien j'aime les mettre en avant dans mes stories, tant je suis complètement convaincu qu'un dessin vaut parfois 1000 mots pour exprimer une émotion ou pour nous embarquer dans un véritable univers. Bon Vent est sorti le 2 juillet dernier en librairie, vous aurez compris qu'il fut pour moi un gros coup de cœur, le genre d'ouvrage que je ne me lasserai pas de ressortir encore et encore de ma BD Tech. C'est au Mexique que nous entraîne mon coup de cœur suivant, dans le Mexique du début du siècle dernier, à une époque où de l'autre côté de l'Atlantique, la Première Guerre mondiale fait encore des ravages. Et cette guerre des tranchées, notre héros l'a bien connue, et nous avec lui, c'est le cas si vous avez lu Pinard de guerre, album sorti en 2021, dont je n'avais pas manqué de souligner son arrivée en librairie. On y retrouvait un personnage avec lequel nous sommes donc maintenant familiers, un certain Ferdinand Tirancourt, le même que nous avions retrouvé au Bagne en 2022 dans Bagnères de guerre. C'est au Mexique qu'il a fini par échouer, terre qui doit lui permettre de rejoindre San Francisco avant d'espérer couler des jours plus paisibles du côté de Tahiti, loin de la fureur des hommes et du bruit des bombes. Mais pour se payer le billet qui lui permettra d'aller jusqu'à Tahiti, Tirancourt doit amasser un peu d'argent et ça tombe bien, le Mexique, pays frappé par une violence endémique, est l'endroit idéal pour se refaire la cerise. Voilà donc le point de départ de Pinard de guerre qui, comme pour les deux précédents, est une fiction qui s'inscrit dans un contexte historique réel, celui du Mexique de 1916 avec le guérillero Pancho Villa qui a provoqué la colère des Américains après une attaque sur le sol US du côté de Columbus. Dans le même temps, le même Pancho Villa mène la vie dure à l'armée régulière du président Carranza, raison pour laquelle il va avoir besoin d'armes, et c'est là que Tirancourt et ses hommes vont pouvoir l'aider. C'est de cette façon que notre Français va rencontrer Pancho Villa avec l'espoir de lui livrer une importante cachette d'armes en échange de sa tranquillité et d'une aide pour fuir à Tahiti. Même si les trois aventures que constituent Pinard de guerre, Bagnères de guerre et Pillard de guerre ne sont pas à proprement parler à suivre, les lire dans l'ordre
permet d'avoir un aperçu de la trajectoire que Philippe Pélaez a réservée à son personnage principal, Ferdinand Tirancourt, dans un début de siècle très tourmenté. Côté dessin, on retrouve toujours Francis Porcel, dont le trait expressif et semi-réaliste donne une identité forte à ce titre, comme aux deux précédents, n'omettant pas l'aspect historique de cette histoire pour mieux immerger encore le lecteur. Les couleurs tirent tantôt sur le rouge, qui symbolise si bien la violence, qui est le quotidien de notre héros, ou les marrons et ocres de ce territoire où parle la fumée des fusils et la poussière des attaques. Ce sont les éditions Grand Angle qui publient cet ouvrage, un titre sorti le 2 juillet dernier en librairie, un ouvrage qui fait 56 pages que j'ai pris grand plaisir à découvrir, comme pour les deux précédents. Vous vous souvenez peut-être, étant plus jeune, de la série Ma sorcière bien-aimée. Avec Ancoli, c'est plutôt l'inverse que l'on découvre, une sorcière asociale et assez misanthrope qui sait allègrement se faire détester. Il faut dire que celle qui paraît jeune, mais qui en fait a plus de 350 ans, possède vraiment tous les vices et les travers que l'on retrouve d'ordinaire chez les êtres humains, mais ici transposés à une sorcière. On la découvre dès la première page en boîte de nuit, au Mysterium Club, endroit branché dans lequel elle aime frayer tout en consommant alcool, drogue et les êtres humains, femmes ou hommes, qu'elle trouve à son goût. D'ailleurs, dès les pages suivantes, elle entraîne dans les toilettes du club une jolie blonde du nom d'Anémone, avec qui elle va coucher, le ton est donné, cette Ancoli Ventura, de son vrai nom, n'est pas une fille comme les autres. Comme une bonne sorcière qui se respecte, elle habite un grand manoir, se déplace en balai volant et possède des pouvoirs magiques qu'elle utilise souvent pour lui servir. Pour le reste, c'est un personnage totalement barré que l'on découvre au cours des 128 pages de cet album vraiment original. Son domicile est autant en désordre que sa vie, elle qui reçoit tout de même la visite de Mireille, un fantôme sans personnalité qui revient souvent dans l'album comme un running gag. Pour passer le temps, Ancoli peut aussi compter sur deux amis qui lui sont chers, des sorcières comme elle, des amis au tempérament très éloigné de notre héroïne, la blonde Macha, et la brune coupée court, Claude. Tout pourrait aller pour le mieux pour notre sorcière déjantée, mais au cours de la grande réunion annuelle des sorcières du pays, il est décidé de lui confisquer ses pouvoirs, la condamnant à une mort certaine. Pour les conserver, elle est contrainte d'effectuer une action qui fera le bien pour l'humanité, un altruisme imposé qui est à 100 lieues de ce que peut réaliser Ancoli au quotidien. C'est à Salomé Laoche que nous devons cette histoire qui reprend les codes des histoires de sorcières pour les transposer dans notre société moderne avec une héroïne vraiment atypique que l'on ne se lasse pas de suivre. Pour ce personnage insolent et grossier, il fallait un dessin qui reflète cette attitude, ainsi nous avons un trait qui ne s'embarrasse pas des détails et joue avec des personnages aux attitudes ronchonnes. La mise en couleur très pop est assurée par Thaïs Guimard, et si dans l'ensemble j'ai plutôt bien aimé me plonger dans l'univers d'Ancoli, la fin m'a tout de même donné un fort goût d'inachevé. Est-ce à dire qu'il y aura un jour une suite aux aventures de cette sorcière hors du commun ? Nous verrons avec le temps. Pour autant, j'ai trouvé dans cet album qu'il y avait des idées et un personnage avec lesquels je ne me suis pas ennuyé. Ce sont les éditions Glénat qui publient cet ouvrage, arrivé en librairie le 11 juin dernier, un titre amusant et irrévérencieux que j'ai pris grand plaisir à découvrir. Avec Tu ne marcheras jamais seul, c'est le grand retour de l'homme étoilé en librairie, lui qui s'éloigne un peu ici de son sujet de prédilection, un sujet qu'il connaît bien, le milieu médical. Ce grand barbu à la carrure imposante est en réalité un auteur d'une grande sensibilité dont le métier d'infirmier colle parfaitement bien avec cette humanité et cette tendresse qui se dégagent de chacun de ses projets. Le nouveau venu ne fait pas exception à la règle et propose son lot de surprises, que je me garderai bien de révéler, pour vous laisser toute la fraîcheur de la lecture. En héroïne principale, on retrouve une certaine Clémentine, femme active qui vit à Paris où elle exerce le métier d'éditrice, tout en partageant sa vie avec Simon, professionnel du bâtiment, toujours occupé sur un chantier. Bientôt, ils seront même 3, car depuis peu, la belle et douce Clémentine est enceinte et mettra au monde le premier enfant du couple, un événement qui va forcément chambouler la vie de nos deux amoureux que l'on va découvrir ici. Mais justement, nous découvrons les deux au moment où le couple connaît de petits dysfonctionnements. Clairement, Clémentine se sent de plus en plus seule, Simon étant partagé entre le travail et la fatigue qui résulte de ces chantiers qu'il enchaîne avec passion.
L'homme étoilé, au scénario comme au dessin, prend le temps de revenir sur l'histoire de ce charmant petit couple dans des pages au teint de sépia, des couleurs qui facilitent la lecture et qui sont signifiantes, que l'on doit ici à Elia. On les découvre se rencontrant dans une soirée organisée par un ami commun, les premières errances dans la capitale à deux, ce verre que l'on va boire ensemble et cette découverte que l'on fait l'un de l'autre, le tout grisé par les premiers élans du cœur. Simon révèle qu'il aurait dû s'appeler Simone, son père fan de Nina Simone souhaitant avoir des filles. Tu ne marcheras jamais seul, devenant ainsi le mantra du couple, en plus d'être la traduction d'une chanson de la grande chanteuse américaine. Le récit nous entraîne quand même sur cette période où un grain de sable vient enrayer cette belle histoire d'amour, au moment où le bébé va arriver, un éloignement entre Simon et Clémentine, dont on comprend les raisons au fil de la lecture. On retrouve avec plaisir le trait léger et maîtrisé d'un auteur qui propose toujours un dessin sobre, qui s'est allé à l'essentiel sans faire l'impasse sur l'émotion. Une certaine rondeur et une douceur se dégagent de ce même dessin, le tout doublé par des teintes qui se déploient ici avec délicatesse, même si les couleurs tirent plutôt sur le froid, chose que l'on comprend à la lecture. J'ai passé un très bon moment avec cette nouvelle livrée signée L'Homme étoilé, un album captivant et surprenant, sorti le 16 mai dernier aux éditions du Lombard, un titre que je recommande chaudement bien entendu. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, la réédition Dame Rouge, le 3e tome des aventures de Blacksad, une édition que vous connaissez bien maintenant si vous me suivez régulièrement, une collection pensée pour les 25 ans de cette série qui a révolutionné le polar en bande dessinée. C'est dans le contexte de la guerre froide que nous plonge cette 3e itération, un nouvel épisode où notre félin détective, toujours présent du côté de Las Vegas, joue les gardes du corps pour le richissime Hewitt Mandolin. Si ce n'est pas franchement le boulot le plus passionnant qui soit, il lui permet surtout d'engranger de l'argent en attendant qu'une histoire plus intéressante arrive jusqu'à lui. Si vous suivez cette série et si vous connaissez déjà, vous savez que le grand chat noir au museau blanc ne reste jamais oisif très longtemps, c'est ainsi qu'il va retrouver une vieille connaissance, Otto Lieber, venu parler nucléaire dans le désert du Nevada. Car c'est autour de la question des armes dites de dissuasion que va tourner ce nouvel épisode, avec des enjeux qui vont dépasser de très loin les personnages impliqués dans des projets qui doivent rester secrets pour le commun des mortels. C'est ainsi que John Blacksad va faire connaissance avec un groupe de 12 individus qui se fait surnommer les 12 apôtres, intellectuels et scientifiques, auquel appartient Samuel Goldfield, un chien idiot qui se fait promoteur du nucléaire. Si ce dernier agace notre héros, il n'en est pas de même de sa charmante compagne, la belle Alma, dont la première rencontre avec Blacksad ne fut pas des plus amicales. Comme toujours, le scénario de Juan Diaz-Canales se veut subtil et riche en informations, à la hauteur des superbes planches de son comparse espagnol Juanro Guarnido, dont les superbes dessins mis en couleur à l'aquarelle sont expliqués dans une seconde partie. C'est d'ailleurs toute la force de cette très belle et très riche collection qui comportera 6 albums, offrir des ouvrages plus grands permettant de mieux goûter le dessin de Guarnido et les explications de ses choix dans la seconde partie. En compagnie de leur éditeur François Lebescon, les deux se livrent à une interview croisée qui permet non seulement de comprendre tous les enjeux de chacun des épisodes, mais de pénétrer aussi les coulisses de la création de cette œuvre majeure du 9e art. Ce sont bien entendu les éditions d'Argo qui publient ce superbe travail dans lequel j'adore me plonger à chaque tome, une réédition qui coûte bien plus cher que l'original, mais un travail sublimé qui aura une place de choix dans une belle BD Tech. Ainsi se termine ce 204e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à Trou de mémoire, album que signe Nicolas Juncker et qui est sorti en mars dernier aux éditions du Lombard. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast, vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres dans les albums bonus.
C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 4 août pour le dernier épisode de la saison, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.